Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Pluriel 91.5, Radio de la Diversité. Notre émission hebdomadaire, émission de la promotion Relations France-Maroc, Arc-en-ciel. On est ensemble jusqu'à 15h et nous serons en direct dans notre programme avec nos correspondants de l'émission Arc-en-ciel à Paris avec Hamid Chariet et à Casablanca avec M. Abdelatif El-Fkak durant 7 heures. Mais entre-temps, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous deux personnalités de renom. Monsieur le ministre, Monsieur Jacques Godefrin, ministre de la coopération, ancien ministre de la coopération et président de la Fondation Charles de Gaulle, et Monsieur Camille Sari, le professeur de renom et l'économiste spécialiste du Maghreb et relations France-Maghreb. الله Oui, nous sommes de retour à l'antenne et nous sommes en direct avec Monsieur le ministre Jacques Godefrin suite à une petite coupure de réseau. Donc, Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Très heureux d'être sur votre antenne. Merci, Monsieur le ministre, et d'avoir accepté notre invitation, surtout un dimanche. Et sachez-le que nous sommes très, très honorés de vous avoir parmi nous, surtout dans un moment bien précis, un moment très spécial de la relation d'exception France-Maroc, oui, dans un sujet d'actualité, la coopération Sud-Sud. Monsieur le ministre, oui, avant de parler un petit peu de votre parcours qui nous honore tous ensemble, un parcours d'exception d'un gaulliste, je vous laisse écouter ce reportage qui a été fait dans les années où notre président Charles de Gaulle qui a fait une grande déclaration vis-à-vis, oui, de notre pays, le Maroc. Bien sûr. Sire, oui, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Sans doute entre pour beaucoup dans ces sentiments les multiples souvenirs qui, à travers
tous les changements qui procèdent de l'évolution attachent la France au Maroc depuis beaucoup de siècles, et surtout dans celui-ci. Vous savez en particulier à quel point nous est chère et respectée la mémoire de votre illustre père, le roi Mohamed V, et combien vous-même êtes chez nous honoré et populaire. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc! Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un très grand honneur que de représenter ici, pour la première fois, auprès de la nation française, auprès du chef de l'État français. Oui, Allô? monsieur le ministre. Voilà, c'est bon, je comprends. C'est bien. Monsieur le ministre, je me permets de parler un petit peu de votre parcours parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite quand même connaître monsieur Jacques Godefrein, monsieur le ministre Jacques Godefrein, qui est aussi le député, qui avait eu une fonction de député, qui est le président sud de la Fondation Charles de Gaulle depuis le 18 janvier 2011 et les vice-présidents aussi de l'Odyssée, président de la FAMAF, la Fédération nationale des associations des anciens maires et adjoints de France, qui regroupe aujourd'hui 52 associations départementales et près de 5000 adhérents. Mais aussi, il est président de l'association France Volontaire et chargé de promouvoir le volontariat à l'international. Parmi ses œuvres, et là, je parle à un homme visionnaire, c'est l'œuvre la plus importante à mes yeux, c'est l'Afrique, notre avenir, que vous avez fait en 1998. Oui, oui, oui. Monsieur Jacques Godefrein aussi a une distinction de mérite, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur et officier de mérite agricole. Monsieur le ministre, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Merci beaucoup, merci. Ma première question, monsieur le ministre, rentre dans le cadre des relations d'exception entre la France et le Maroc et notre devoir en tant que citoyen franco-marocain de promouvoir cette relation rentre sur le cadre de la coopération Sud-Sud. Le Maroc et la France, pour un partenariat gagnant-gagnant, tourné vers l'Afrique et complémentaire de la coopération Sud-Sud, que peut-on améliorer selon vous? Écoutez, je vais tout de suite répondre à votre question, mais je ne peux pas manquer de saluer les propos du général de Gaulle qui a rappelé le père de Sa Majesté en l'accueillant. Et effectivement, il ne faut pas oublier que Sa Majesté a été parmi les compagnons de la libération du général de Gaulle. Je veux dire par là que le rôle qu'a joué Sa Majesté elle-même, mais la royauté et le Maroc, a été déterminant dans la libération de la France et de l'Europe. Voilà. Donc ça, il faut rappeler que parmi les compagnons de la libération, il y avait le souverain marocain. Bon. Alors sur le Sud-Sud, je crois qu'on est à un moment de l'histoire des relations entre le Nord et le Sud où il faut faire de l'innovation. On est à un tournant. On n'est plus dans la période où le Nord venait apporter, parfois maladroitement au Sud, sa connaissance, son savoir. Cette période est en train d'être révolue, la page est en train de se tourner, et tout ce qui peut être fait pour qu'il y ait également du Sud-Nord, et c'est ça qui surprend un peu les personnes à qui j'en parle, le Sud a aussi beaucoup à apprendre au Nord, en matière d'éducation, en matière de relations sociales, relations humaines et même de technologie. Et alors il y a également le Sud-Sud. Alors le Sud-Sud, c'est faire circuler la connaissance pour le développement entre des pays du Sud avec, s'ils le souhaitent exclusivement, un tiers pays qui peut être la France. Bien entendu, monsieur le ministre, mais je retiens une phrase que vous avez, parce que j'ai regardé un petit peu sur le net par rapport à vos déclarations. Vous avez fait une très 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 belle déclaration à qui j'adhère à titre personnel, c'est que la vérité rougit les yeux et ne les crève pas. Ah oui, alors ça c'est un proverbe qui n'est pas de moi, qui est un proverbe africain, qui est magnifique, parce que ça veut dire que quand on a un interlocuteur, il vaut mieux lui dire la vérité
que la lui cachait. Alors ça, la vérité quelquefois rougit les yeux, elle fait parfois un peu de peine, mais elle ne les détruit pas. Et ça fait du bien aux deux interlocuteurs de pouvoir se dire la vérité. Et entre la France et le Maroc, toute notre histoire, qui est déjà si ancienne, notre histoire commune, eh bien, elle correspond aux vérités que nous avons à nous dire entre deux pays, mais qui ne blessent pas, qui ne tuent pas, et qui peuvent qu'améliorer les relations. Effectivement, Monsieur le Ministre, effectivement, parce que simplement, j'ai vu vos déclarations, surtout votre vision sur ce marché africain, que vous l'avez grosso modo départagé en deux gros dossiers importants qui m'ont interpellé. Le premier, et c'est le sens de ma deuxième question, le marché des migrants. Et notamment, je parle des Marocains, les Franco-Marocains, ces Franco-Marocains qui c'est la deuxième population existe immigrée ici en France, mais aussi un deuxième volet à titre personnel, je travaille dedans depuis un certain temps, notamment le marché de l'aménagement du territoire sur le continent africain. Et ça, je ne vous cache pas la vérité, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité et qui méritent une réflexion et un approfondissement d'études. Et le fait que je parle de ces MRE, Marocains résidant à l'étranger, ou Franco-Marocains, compétences marocaines existent ici sur le sol français, pourquoi pas qu'il devienne un moyen, un ciment de copilotage Maroc-France. Et c'est là où il y a ma question, monsieur le ministre. Écoutez, c'est exactement au cœur des préoccupations d'un certain nombre de gens, dont moi. Et d'abord, je voudrais dire simplement, j'ai été l'élu pendant 30 ans comme député d'une circonscription du sud de la France, dans l'Aveyron. J'ai été maire de Millau, la ville où il y a le viaduc, pendant 15 ans. Et si vous saviez combien je suis fier des relations que j'ai entretenues, que j'entretiens toujours d'ailleurs, avec ceux qui habitent là, qui sont d'origine marocaine, ils ont eu un apport pour la ville considérable. Il y en a d'ailleurs qui sont entrés dans le fonctionnement municipal, et récemment, nous avons une adjointe qui est française, mais d'origine marocaine, et je suis très fier que cette femme ait pu accéder à un poste de haute responsabilité dans cette commune. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'en est plus à l'époque où il y avait l'immigré qui venait rendre service, qui venait travailler, et puis qui était, soit qui partait chez lui ou qui restait ici. Maintenant, il est un partenaire. C'est beaucoup plus qu'un migrant qui vient donner ses forces de travail et son talent et sa connaissance, c'est beaucoup plus que ça. C'est un partenaire du développement. Et vous avez raison de souligner ma préoccupation sur l'aménagement du territoire. En effet, dans les 15 ans qui viennent, l'Afrique va être peuplée de plusieurs milliards d'habitants. Et le problème, où seront-ils logés? Eh bien, ils seront logés, si on ne fait rien, dans une bande côtière d'à peu près 300, 400, 500 km maximum au bord des côtes, et l'intérieur des régions d'Afrique sera désert. Et ça, c'est l'aménagement du territoire. Nous ne devons pas être soumis à cette fatalité de l'urbanisation systématique et massive des côtes africaines. Il faut que l'intérieur des pays soit également soigné, puisse se développer. Sinon, on va arriver à une situation où l'intérieur ne saura plus produire de produits alimentaires, ne nourrira plus la population des côtières, et l'Afrique devra importer son alimentation. Donc, il y a à prendre en compte plein de relais dans le secteur rural, dans le secteur de l'arrière-pays, pour que cet arrière-pays soit aussi une richesse. Effectivement, Monsieur le Ministre, le travail qui est en train de se faire par Sa Majesté Mohamed VI, et surtout de cette ouverture vers l'Afrique, et en se basant bien entendu sur les relations ancestrales entre les deux pays, la France et le Maroc, et il y a un grand nombre de Franco-Marocains qui ont cette double nationalité et qui sont fiers de la porter, rentre dans une logique de faire transférer, de copiloter, j'ose dire, comme vous l'avez bien dit une fois, de copiloter ces projets et de le faire le savoir-faire français et le savoir-faire marocain pour ces pays africains. Et le Maroc, moi je pense, il est bien prêt pour jouer ce rôle d'intermédiaire, de tremplin vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense la grille passagère qui a secoué pendant un certain temps la France et le Maroc n'est qu'un symbole de solidité. Que pensez-vous, s'il vous plaît? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour illustrer votre propos et le mien, il y a pas loin de chez moi ce qu'on appelle une maison familiale et rurale, c'est-à-dire où l'on forme des jeunes
à la fois à la gestion, mais aussi à l'exploitation agricole. Eh bien, nous sommes jumelés avec une maison familiale et rurale. Alors c'est dans la région d'Ifrane, et nous formons des jeunes filles, nous formons des jeunes garçons pour justement gérer la vie rurale. Et les expériences de nos amis marocains nous servent ici, en France, de la même manière que nos connaissances sur ces sujets peuvent servir cette petite région d'Ifrane, où il y a des intelligences très vives qui vont pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que le Maroc apparaît au reste de l'Afrique comme un pays en pointe. C'est un pays qui a un savoir-faire, c'est un pays qui sait gérer. Les banques marocaines sont très connues dans le reste de l'Afrique parce qu'elles soutiennent les projets de développement. Donc il y a ce vrai partenariat. Je crois qu'on n'est plus du tout à la période où il y a un pays qui donne et l'autre qui reçoit. Cette période est terminée. Aujourd'hui, c'est du partenariat. Je sais faire, vous savez faire. Et là-dessus, on échange. Et c'est là où les migrants ont leur rôle à jouer, parce qu'ils sont tous très fidèles à leur village. Ils sont tous très fidèles à leur petite région. Et ils n'ont qu'une envie, c'est d'aider avec ce qu'ils gagnent ici, qui n'est pas énorme, mais je sais qu'ils gardent une petite part, enfin le plus possible, pour leur village d'origine. Et si on met tout ça dans un même pot, eh bien je puis vous dire que ça donne un levier de développement exceptionnel. Parfait, Monsieur le Ministre. Je tiens à vous remercier infiniment au nom de l'équipe de Arc-en-Ciel, avec ses correspondants qui sont à Paris et aussi qui sont à Casablanca, qui sont à l'écoute et qui suivent votre intervention. Et on vous dit à très très bientôt et merci infiniment de cette intervention de qualité, Monsieur le Ministre. Avec plaisir et bonne journée. Et au revoir, Monsieur le Ministre. Au revoir. Il est 14h21 et nous sommes toujours en direct sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-Ciel. Nous sommes en direct avec Monsieur Kamissari, le professeur Kamissari, un professeur de renom, un professeur à l'échelle internationale, un spécialiste de l'économie et surtout de la finance dans le monde maghrébin et aussi français, les animateur d'un réseau d'entreprises de l'Est parisien. Elle a développé depuis 1982 des activités de consulting et d'accompagnement tant sur le marché français qu'au niveau international. Ainsi, elle a mené des missions économiques dans 61 pays. Président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective, membre de Coordination Europe, un think tank spécialisé en réflexion sur l'Union européenne, membre du LIRES et les administrateurs du CAREP, Carrefour des entreprises de l'Est parisien, chercheur associé à l'Université du Québec, Montréal, ancien conseiller du IFMI. Et entre autres, il est conseiller de plusieurs maires et députés de la Seine-Saint-Denis. Monsieur Camille, bonjour. Bonjour Abdelatif. Oui, bonjour Monsieur Camille, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté avec un peu de retard ce qui a été prévu, votre intervention, parce qu'on était avec Monsieur le ministre Jacques Godefrin qui nous a éclairé sur ce qui se passe sur la coopération Sud-Sud. Le temps presse, je vais vous poser 3 questions, si vous le permettez, qui sont en relation avec le sujet.
Comment peut-on définir la coopération entre pays africains, cette coopération sud-sud entre pays africains et euro-africains? Oui, vous savez, Abdelatif, c'est une idée que j'ai moi-même défendue dans beaucoup de médias, et notamment les médias qui sont destinés au continent africain. Je rappelle que l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. On l'oublie des fois souvent. Il y a certains Maghrébins, en allant en Afrique subsaharienne, ils disent je vais en Afrique. Mais nous sommes africains de Tanger jusqu'au Cap. Et j'ai constaté à travers beaucoup de, je dirais, d'éléments, soit au cours de mes voyages, soit au cours donc d'expériences d'entreprise, que les sociétés africaines et les institutions africaines sont souvent tournées vers l'Europe. Évidemment, nous sommes toujours convaincus que l'Union européenne, surtout la France, représentera toujours une destination à la fois pour les produits et puis pour les, pour les investissements. Et que les liens sont des liens très forts économiques, les transferts des Africains vers leur pays d'origine, les Africains qui travaillent en Europe, c'est très important. Le tourisme vient, et les touristes viennent essentiellement de la France et notamment des pays, de tous les pays africains. Donc les liens, je ne propose pas de couper ou de substituer ces relations avec l'Union européenne, d'autant plus qu'il y a des produits qui ne sont vendables prioritairement qu'aux pays européens. Mais je propose qu'il y ait des rapports sud-sud en matière d'expertise, en matière de financement, présence bancaire. On l'a vu avec beaucoup de banques marocaines qui sont présentes en Afrique subsaharienne, notamment les pays francophones. On a également constaté maintenant beaucoup de sociétés marocaines et tunisiennes dans une certaine mesure qui travaillent en Afrique subsaharienne dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'électrification et l'énergie, dans le domaine de la télécommunication et aussi tout ce qui est nouvelles technologies. Et il ne faut pas oublier aussi la formation. Beaucoup de jeunes ouest-africains viennent se former dans les grandes écoles marocaines. Et ça crée des liens, ça crée aussi un réseau, ça crée également des futurs cadres en poste de devenir PDG, ministre, etc. et qui auront un regard différent par rapport au pays où ils ont étudié. Donc, effectivement. J'insiste aussi sur les spécificités africaines. Qui peut connaître mieux que quiconque la culture des Africains que des Africains eux-mêmes? Et là, je ne fais pas du chauvinisme. Beaucoup de technologies viennent des pays occidentaux et il n'y a aucun problème là-dessus, tant mieux. Mais dans certains domaines, je pense que en matière de logement, je pense le logement, en matière d'autoroute, en matière aussi d'infrastructures, en matière de formation, de relations bancaires, je pense que les Africains peuvent petit à petit prendre le relais. Il faudrait aussi qu'il y ait du transfert de technologie. Le plus important pour moi, c'est que les pays africains exportent des matières premières, mais ne les transforment pas suffisamment. Que ce soit le cacao, qui est une denrée maintenant qui est devenue rare et chère, que ce soit les fruits et légumes, que ce soit tous les produits, je dirais, liés à la pêche, ce sont des produits qui sont exportés bruts de coffrage, mais qui malheureusement ne sont pas transformés sur place. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée parce que l'Afrique va être dépouillée par la Chine notamment de ces matières premières et si elle ne les transforme pas, c'est quand même un problème.
J'ai constaté aussi que en Afrique, on importe beaucoup de produits qui viennent d'Asie essentiellement, mais qui peuvent être fabriqués en Afrique dans le domaine du textile. Je prends le coton béninois ou malien. Pourquoi il ne peut pas être transformé par toutes ces usines tunisiennes ou marocaines et qui souffrent en ce moment de la concurrence chinoise et asiatique? Ça peut être un élément important, je dirais, de coproduction. Il faut aller vers les coproductions. Exactement. Parce que ni le Maroc ni les pays du Maghreb n'ont les moyens d'injecter des milliards. Mais ils ont le savoir-faire, ils peuvent coproduire ensemble et nouer des partenariats. Justement, cher professeur, donc la question qui suit, c'est dans ce sens-là, puisque là on parle simplement de coproduction, de relations entre pays africains. Pourquoi pas on commence pas déjà avec le Maghreb? Et c'est la question principale, vu les difficultés d'entente actuelles, surtout entre le Maroc et l'Algérie. A-t-il une chance d'aboutir avec cette dimension africaine? En fait, là, vous pointez le point important. Je viens de dire à l'instant que le Maroc et la Tunisie, qui sont des pays qui ont un savoir-faire, qui ont des technologies, des activités industrielles manufacturières et également un système bancaire qui fonctionne bien, n'ont pas des moyens financiers gigantesques. Donc, si on avait un Maghreb intégré économiquement, on aurait une force de frappe formidable. Imaginez les banques algériennes ces banques algériennes ont besoin d'appréhender et de capitaliser les connaissances et les technologies les plus modernes que le Maroc a par la force des choses, parce que c'est pas un reproche que je fais à tel ou tel pays, c'est ça, ou par un parti pris, c'est simplement qu'historiquement, les banques algériennes, les entreprises publiques algériennes ont été quand même gérées de façon que j'ai qualifiée soviétique, puisqu'il y avait tout un système, un héritage socialiste que les Algériens sont en train d'essayer de dépasser. Si il y avait des joint ventures ou des coopérations entre banques marocaines et banques algériennes, vous imaginez la force de frappe en Afrique subsaharienne. Prenez la RAM, la Royal Air Maroc, prenez la RAM et puis imaginez qu'elle soit partenaire avec d'autres compagnies maghrébines comme Air Algérie, comme Air Tunisie. Là, on aurait peut-être un successeur d'Air Afrique. L'Afrique manque cruellement d'un grand transporteur transafricain, parce que ça manque et les compagnies nationales n'y arrivent pas. Et je peux prendre l'exemple également d'autres secteurs où on peut imaginer la conjugaison des industries, les industries lourdes algériennes. Pourquoi ils n'ont pas marché? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment ouverts sur l'Afrique et l'ensemble de l'Afrique. Mais si les uns et les autres conjuguent leurs efforts, on va avoir du plus. Et je n'oublie pas aussi les capitaux du Golfe, parce que, et là, ça je le dis même à tous les amis et investisseurs de ces pays-là, via la presse et via des contacts, je leur dis, mais il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit d'investir dans la production, dans le réel. Faites comme les Chinois, achetez des terrains, achetez exploiter l'agriculture, produisez aussi des usines. Et là, je suis pas utopique, puisque je prends l'exemple de l'usine, de cette grande installation à Ouarzazate pour fabriquer des énergies renouvelables. On voit bien que c'est l'Arabie Saoudite qui cofinance. On voit qu'il y a du résultat pour tout le monde, aussi bien pour les Européens, parce qu'il y a de la technologie européenne qui est mise
en exergue. Le Maroc, il est bénéficiaire dans la mesure où il va produire son énergie renouvelable qui va se substituer aux énergies fossiles qu'il n'a pas. Et puis pour les Saoudiens, ça fait aussi aussi des gains. Il faut faire du plus. Effectivement. Ces capitaux arabes qui ont un excédent devraient coopérer avec tous les pays du Maghreb et puis s'orienter vers l'Afrique, parce que l'erreur des Occidentaux, même de la France, mais François Hollande est en train de rectifier ça, au moins au niveau des orientations, c'est que l'Afrique a été pillée et sans qu'on ait vraiment une vision de long terme en considérant l'Afrique comme un marché, comme un partenaire à développer. Plus l'Afrique sera développée, plus les Européens et les Français pourront développer aussi leur transfert de technologie, leurs échanges. Exactement. Et ça, je le sais parce que j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là. J'ai vu avec des sociétés françaises, j'ai vu que notre intérêt, l'intérêt des sociétés françaises, c'est d'avoir des marchés africains prospères et un pouvoir d'achat important. Exactement, cher professeur, parce que c'est un petit peu le temps qui presse, mais on aura l'occasion, si le Dieu veut, qu'on va développer ça sur une émission entière, parce que votre savoir-faire et votre analyse intéressera plus qu'un, soit ici, soit en Afrique, et surtout le Maroc. Et vous avez bien parlé sur la relation Europe-Afrique, mais puisque nous sommes des Franco-Marocains, puisque la relation, notre pays d'adoption, la France, a toute sa part dans cette dimension africaine. Est-ce que vous ne croyez pas que le modèle France-Maroc peut être un modèle, un partenariat gagnant-gagnant pour prospecter davantage le marché africain? Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que dans les années 90, je rencontrais les chambres de commerce franco-ivoiriennes, franco-sénégalaises, et ils se désolaient du recul de la présence française en Afrique subsaharienne. Il y a une chute au profit des sociétés liées à l'Agacan, les Libanais, etc. Et maintenant, ce sont les Chinois qui sont implantés. Donc, il y a un recul que François Hollande a déploré lors du sommet France-Afrique. Mais maintenant, il faut trouver d'autres moyens pour s'implanter en Afrique via justement l'apport via des Africains. Les mieux placés actuellement, c'est le Maroc. Et quand vous prenez les financements de la BAD, les financements de la BAD qui est la Banque africaine de développement qui accompagne les investissements en Afrique, ils sont peut-être, je dirais même à 25 ou 30%, sont destinés et je dirais envoyés au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc a une assise, il a un savoir-faire, etc. Je dis, dans cette affaire-là, ça sera peut-être un nouveau modèle de coproduction franco-marocain destiné à l'ensemble de l'Afrique, mais j'espère qu'un jour nous aurons une communauté économique maghrébine qui pourra être aussi le moteur pour justement éviter ce pillage des richesses africaines par la Chine. Moi, j'ai rien contre les Chinois. Les Chinois, ils font leur travail, ils défendent leurs intérêts, Bien sûr. mais eux, ils défendent leurs intérêts à court terme, à leur bénéfice. Nous avons essayé, mais moult fois, j'ai voyagé en Chine du nord au sud et de l'est à l'ouest, et on a vu, c'est le pays le plus protectionniste, on n'a pas les mêmes armes, Et donc, quand on voit, et là, ce que je dis souvent à nos amis africains commence un petit peu à faire tilt, c'est de dire, ne signez pas n'importe quel contrat avec les Chinois, ils viennent avec un grand sourire, mais c'est pas pour vous aider, c'est aussi pour surtout récupérer le maximum de matières premières et faire de sorte à ce que vous soyez dépouillés de tout ça. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Donc, France plus Maroc, c'est du gagnant-gagnant
en Afrique, mais sur un modèle de co-développement, de partenariat gagnant-gagnant. Et pour que le Maroc a de bonnes relations avec les pays du Golfe, pourquoi ne pas drainer et faire la chasse aux capitaux du Golfe, encore une fois, sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant, pas seulement... Parfait, parfait, M. Kamissari, voilà. Le message est clair. Je tiens à vous remercier parce que là, il ne me reste que vingtaine de minutes et je serais très heureux si vous acceptez un jour de participer avec nous donc sur une analyse plus approfondie sur un dossier bien précis sur cette coopération Sud-Sud. Et ce sera volontiers avec beaucoup de plaisir pour justement que les auditeurs s'apprennent justement des possibilités qu'on a à travailler dans ces pays-là. Et j'oublie pas la diaspora marocaine et maghrébine généralement qui devrait songer beaucoup à coopérer avec les organisations patronales, les associations économiques qui existent en France. Il y a beaucoup je pense à nos amis camerounais, je pense à nos amis, je dirais, ivoiriens qui sont organisés, aux Marocains entrepreneurs. Ici, dans la diaspora, prenez contact avec ces organisations. Et M. Kamissari, et à très très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. القوة فربي على كل شيء قدير أنا مالي فيش وشعلي يا مني بقومة من رزقي علاش ولا خالق يد أنا مالي فيش وشعلي يا مني نقومة. Il est 14h40, l'émission Arc-en-Ciel donnera la parole maintenant à ses correspondants partout dans le monde et notamment à Paris avec l'éditorialiste de renom Hamid Chriet. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Abdelatif. Bonjour Hamid, je crois que vous aviez entendu avec attention les interventions de M. le ministre et M. le professeur Kamissari aussi. Quel renseignement peux-tu nous dire par rapport à ces interventions de qualité? Alors la première des choses, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux sur cette coopération Sud-Sud. Et je crois que pour nos auditeurs, ce qui est intéressant, c'est de définir cette coopération. Cette coopération Sud-Sud est de repenser le modèle économique, de développer notamment aussi les marchés intérieurs et d'encourager l'intégration régionale. Je crois que ce sont des pistes pour sortir aujourd'hui les pays en voie de développement, notamment concernant la crise économique qui sévit aujourd'hui. Il faut rappeler aujourd'hui que aussi le Sud représente plus de 50% des revenus en termes de ce qu'on appelle en économie de parité de pouvoir, c'est-à-dire pouvoir d'achat, et notamment aussi d'échanges commerciaux et de main-d'œuvre. Donc, le but de cela, c'est l'intégration régionale, et qui dit aujourd'hui intégration régionale, dit aussi stabilité dans les différents territoires. Et c'est là où effectivement que le Maroc a été visionnaire, notamment sur la question de l'intégrité de son territoire, à travers aussi celle du Sahara. Et ce qu'on peut ajouter, c'est la comparaison avec les pays de l'Afrique et de l'Asie, les pays surtout de l'Asie, parce que l'économiste Kamissari notamment a parlé de cela. Et je crois que les pays asiatiques aujourd'hui, notamment avec l'EAS, le sommet de l'Asie orientale et l'association d'Asie du Sud pour la coopération régionale, l'SAARC, qui a adopté une logique de régionalisme constructif. Et effectivement, aujourd'hui, si on compare, c'est que l'objectif de cette organisation-là est à long terme ce qu'on appelle l'Union économique de l'Asie du Sud. Et ces initiatives-là, et notamment en vue de promouvoir la coopération Sud-Sud en matière de commerce, d'investissement, de finances, de technologie et de partage des expériences de développement. Et je crois que ce n'est pas simplement juste une coopération Sud-Sud, mais c'est aussi l'acquisition, je dirais, de capacités
dépassant le simple cadre de la coopération en soi. Sud-Sud en effet. Et nous avons aussi, que peu de gens ont analysé dans la presse francophone ou marocaine, il y a eu effectivement la commission trilatérale de l'IDSA, le Forum du dialogue regroupant l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Et ce forum-là, qui est le système global de ce qu'on appelle de préférence commerciale, le GSTB, et la Banque du Sud, en 2008 par 7 pays d'Amérique du Sud. Ces 7 pays-là d'Amérique du Sud ont effectivement mis un accord entre ces 7 pays pour développer un régionalisme économique à la fois et une politique régionale, de coopération. Il faut, je crois aussi souligner que monsieur le ministre, monsieur Godefroy et monsieur Carnu ont souligné, juste pour compléter aussi l'information, c'est qu'aujourd'hui, parce que monsieur Camissari a parlé de chambres de de commerce, je crois qu'aujourd'hui, on a aussi une expérience, notamment à travers le Congo, par exemple, qui met aujourd'hui à disposition des chambres franco-bilatérales, c'est-à-dire des chambres de franco-commerce bilatérales. Parfait, parfait. Et ça, c'est une innovation aujourd'hui de certains pays africains. Je crois que le Maroc devrait aussi, comment dirais-je, prendre exemple sur certains pays. Voilà. Ton appel, Hamid, est transmis, sera écouté et je te dis à très bientôt. Hamid Chariet, correspondant de l'émission Arc-en-Ciel à Paris, à la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir, merci. Au revoir. مني نقمت من رزقي علاش والخالق يرزقني مني واش عليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكوك ربي ناظر فيا وانا نظري متروك فلا أرحم والأحشام النطفة صورني أنا مالي فيش واش عليا مني ما قنط من رزقي علاش واللي خلق يرزقني Il est 14h46, vous êtes toujours sur Radio Pluriel, l'émission marocaine Arc-en-Ciel pour la promotion des relations France-Maroc. Maintenant, après l'analyse de notre correspondant à Paris, Hamid Chariet, on se dirige vers Casablanca, la ville économique de notre pays d'origine, avec M. Abdelatif Alexandre Fkak, notre correspondant de Casablanca. Bonjour, c'est Abdelatif. Oui, bonjour. Abdelatif, permet simplement de vous poser une toute petite question concernant l'actualité française vue par les Français à l'étranger. Alors aujourd'hui, j'avais préparé donc un petit papier sur les problèmes des sociétés à risque politique et la sécurité des Français à l'étranger, notamment au Maghreb et en Afrique. Alors, je dirais que la chronique aujourd'hui est quelque peu provocatrice et pédagogique en raison des sociétés à risque à la lumière du printemps arabe. Et le choix de l'Afrique est considéré aujourd'hui, et vos précédents l'ont confirmé, comme l'avenir du monde et de la mondialisation en raison du taux de croissance économique, la géographie, les matières premières, la fuite, je dirais, des matières malheureusement
grise, mais la matière première est là, il faut qu'elle soit transformée avec une valeur ajoutée. Les problèmes de la mise en place des démocraties pluralistes et parlementaires et le respect des droits de l'homme et du citoyen. La sécurité, donc, d'une manière générale, et la société de risque politique pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes sur des sociétés qui risquent d'imploser de l'intérieur ou d'exploser de l'extérieur, et que de réponse sur la stabilité des sociétés menacées par des théories de domino du printemps arabe en Afrique et à l'instar des pays de l'Est qui sont devenus l'Est de l'Europe. Pose aussi plus d'hypothèses sur la mise en place des démocraties pluralistes que les démocraties réformettes, folkloriques, mises en place, et pose aussi des problèmes d'impression sur la stabilité politique des pays, Maghreb et Afrique, que les certitudes d'un risque zéro. Et ça, c'est un problème important. Donc je dirais que la sécurité des Français à l'étranger, qui est un thème d'actualité, qui est sous les feux des projecteurs de la scène internationale, tombe à point nommé, car la notion de risque aujourd'hui fait fortune aujourd'hui, et le concept est utilisé aujourd'hui pour désigner des phénomènes aussi disparates que les sociétés politiques, que les risques, je dirais, religieux, que les catastrophes nucléaires, Tchernobyl et Fukushima, que la maîtrise des technologies des bombes atomiques, je pense à l'Israël, je pense à l'Iran, la Corée du Nord, que les OGM aujourd'hui, que les accidents l'accident routier, que les risques de la vache folle, que les risques de la pauvreté, de l'ignorance, que les risques des médicaments des industries pharmaceutiques, des risques des oiseaux migrateurs, vous vous rappelez de la souche H1, etc., la radioactivité, tout ceci pose problème, d'autant plus qu'il faudrait aussi penser dans les 10 prochaines années, il y a ce que la Banque mondiale appelle le stress hydrique, donc de l'eau, qui va poser des problèmes importants et des mouvements migratoires, la guerre des territoires, la guerre des frontières, la lutte pour le pouvoir, les problèmes de minorité, tout ceci fait partie ce qu'on pourrait appeler une symptomatologie des sociétés à risque. Et la notion donc aujourd'hui sociologique du risque est devenue politique, est devenue sociale, technologique, économique, écologique, sanitaire, et il a son vocabulaire. Ça peut être majeur, ça peut être diffus, choisi ou subi, maîtrisé ou pas. Les analyses donc du printemps arabe, avec ses espoirs et ses réalités, c'est qu'elles résident dans l'originalité des sociétés contemporaines, du Maghreb, de l'Afrique francophone, qui sont non seulement devenues des sociétés à risque politique d'implosion, d'explosion, imprévisibles ou imprédictibles, mais c'est une réalité médiatique, continue de soulever des questions politiques, religieuses, économiques et sociales. Et dans le cadre des relations internationales, eh bien, les pays occidentaux, autant que les pays donc à risque politique ou théologico-politique, s'interrogent sur les risques zéro des causes et des conséquences de ce printemps arabe avec ses réalités, ses espoirs, sur la prévention des délocalisations des multinationales, sur le co-développement, l'offshoring, les centres d'appel, le outsourcing, la délocalisation des entreprises, les accords de libre-échange, le partenariat, l'assurance des échanges extérieurs, la responsabilité de la mobilité des populations au niveau migratoire d'ordre politique ou parfois une migration d'ordre économique, tout ceci forcément pose problème. Et à la logique de cette répartition, je dirais, des richesses des pays africains va s'effacer devant un nouveau logiciel de répartition. C'est la répartition aussi du pouvoir avec ces nouvelles formes de réforme de l'État, les nouvelles constitutions et les nouvelles règles de la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. La mutation, je dirais, des politiques des sociétés à risque du Maghreb et d'Afrique à la lumière du printemps arabe répond à la mutation du monde, de la mondialisation qui est sans frontières économiques, sans frontières culturelles, sans frontières satellitaires des images, et sonne aujourd'hui le glas des États-nations dépassés, car la mondialisation au niveau social va exonérablement vers une démocratie pluraliste et parlementaire, et aujourd'hui on constate que c'est la fin des sociétés à économie de rente au profit d'une économie de compétitivité économique, la fin des sociétés de rente de situation politique au profit de la méritocratie, la fin des sociétés de rente de situation religieuse au profit des États laïques modernes, et comme le disait Jacques Berck, du professeur de Collège de France, dans une phrase excellemment bien travaillée, l'islam est une religion laïque, c'est-à-dire que toutes les valeurs de la mondialisation et leurs contraintes dans le temps et dans l'espace vont se retrouver, mais chacun les interprète à sa façon, de façon extensive
ou restrictives dans le temps et dans l'espace en fonction des générations. Sur ces bonnes paroles, c'est Abdelatif, si vous le permettez, il me reste 8 minutes pour la fin de l'émission. Sur ces bonnes paroles, pourriez-vous conclure par rapport à l'actualité rapidement en 2 mots par rapport aux Français de l'étranger, parce que ce sont des Français qui suivent l'actualité et leur sécurité par rapport on est tous solidaires par rapport à ce qui s'est passé récemment à l'otage français qui a été lâchement assassiné, et quel climat dans la tête des Français de l'étranger dans notre pays d'origine, le Maroc? Oui, pour le moment, au Maroc et au Maghreb, il n'y a pas tellement de problèmes, mais au niveau de l'AQMI, par exemple, au niveau des mouvements qui se font, au niveau de la sécurité des approvisionnements, ça pose problème. Mais nous avons un certain nombre d'indices qui sont extrêmement importants et que tous les Français d'étrangers doivent avoir à la tête. Les pays à risque, c'est celles où il n'y a pas de bonne gouvernance. Ça, c'est un premier point et qui relève plus de la nature de la démocratie que plutôt de comme disait Socrate, c'est un état de culture, une évolution, mais pas un état de nature, comme disait Socrate. Il y a également un autre de seconde nature, c'est l'absence d'éthique politique. La religion n'a jamais ramené l'éthique politique. L'éthique politique fait partie de l'état de droit. C'est un concordat, c'est un code de travail. Et là, ça pose problème pour un certain nombre de pays. Ça pose des risques quand il n'y a pas d'éthique politique, quand il n'y a pas, troisième point, probablement la transparence économique et la méritocratie. Et il y a également l'un des points qui était considéré aussi comme un indice, c'est le choix du casting des hommes politiques. C'est-à-dire la société n'accepte plus aujourd'hui le népotisme, le clientélisme, mais elle préfère avoir des oiseaux rares que les pays perdent et qui ici sont remplacés par des moineaux. Le choix des grosses légumes, mais ils ne veulent pas de navets dans les gouvernements. Ils veulent avoir plus des gros gibiers, mais pas des poules mouillées. Et il y a également l'absence de la qualité de la justice et de l'équité. C'est-à-dire l'ascenseur social et l'ascenseur politique ne fonctionnent plus. Et pour les investisseurs de l'étranger, lorsque vous n'avez pas une justice qui fonctionne et que vous pouvez acheter le juge, la police, quiconque avec l'argent, le prix qui est estimé, vous le vendez au prix du marché, ça pose des problèmes. Et Professeur Fkak, je suis obligé... C'est le développement, en faisant le choix avec ce qu'on appelle, la Banque mondiale appelle le GAR, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Voilà. Parfait. Merci, professeur Fkak. On vous dit à très bientôt pour la semaine prochaine par rapport à la chronique de notre correspondant à Casablanca, le professeur Fkak, qui est aussi le vice-président de l'IMRI, à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup et un bonjour à tous les auditeurs de Radio Pluriel. Voilà. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci, professeur. انتي المرأة العربية مدي لي ايدك نعطيك ايديا مدي لي ايدك نعطيك ايديا جيت من الصحراء جيت من الصحراء جبت التربية بيدي الحنة تقليدية بيدي الحنة هذه تقليدية اسمعي خويا خويا العزيز نوض مني بلادي وبلادك عاد الحنا فيه نغني شكون اللي قال رحنا معطلين مخرين نظم فرشة حنايا اليوم سايلين مكي ضميرك وعي نفسك ونوض تتعب ما فيها باس انك والضمير كاملين كل شي غيدير يديه اليوم ثم البلاد. Il est 14h57 toujours sur Radio Pluriel avec votre émission Arc-en-Ciel, l'émission de la promotion de relations France-Maroc. On vous dit à très bientôt pour la semaine prochaine. On vous laisse avec cette belle chanson de nos provinces de Sud. Un mélange entre la tradition et la modernité avec votre émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. في ايديكم مالكنا حميكم
نحن فيك نديرو طريق في وسط الزحام كبير وصغير كلشي يخدم من يد جمع خطوة قدام كلشي يهز معانا الهم باش الخير علينا يعم قطرة بقطرة يحمل الواد غير يخدم غير زيد زعم خويا المغربي ليك هاد الكلام بيد الحنة علي معايا هاد العلام بالحنة والمحنة نخرجو جمع من هاد المحنة كلشي صفي من عنده نعيشو في بلادنا لهنا كلام لداك اللي ناس قيمة هاد البلاد بيد الحنة نجمع معايا العتاد بها راية البلاد راها عالية في السما بها نشوف الخير بها نشوف الناس مبسمة خذوا حاربوا الأسد حاربوا الجهل يا الولاد يولي منا مهندس يولي منا أستاذ خذوا وقفوا العماد والخيم حنا نكونوا تاج عمر بحنا ما كان ولا عمر بحنا يكون عونا على الشقا باش نخلي ولادنا يدوم بيد الحنا فوتوا المحنة واللي داز على راسي هون قبل كانت المسيرة بها ردينا الصحراء اليوم التنمية ردوا بها الصحراء خضراء نديروا يد في يد بركة عنا من الهضرة باين حقي في بلادي باين بيد الحنا باين عزي في بلادي باين بيد الحنا عهدني وانا عهدك يا مغربي بيد الحنا بالنية نساهموا في التنمية. سيداتي ونساتي هذه الساعة الثالثة تقريبا ما بقى لنا نودعكم أما اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تحية خاصة إلى طاقم البرنامج المتكون من عبد اللطيف الصادقي والمهدي وكذلك البروفيسور عبد اللطيف الفكاك عبد اللطيف الكسندر الفكاك وحميد